Bonjour, vous êtes les bienvenus à ce cours sur les hyperfréquences qui entrent dans le cadre d'une formation à distance. Donc, quand on parle des micro-ondes ou bien les hyperfréquences, on désigne un domaine particulier des fréquences des ondes électromagnétiques dont la fréquence elle est comprise entre 300 mégas et 300 gigas. Donc, le terme de micro-ondes provient du fait que ces ondes ont une longueur d'onde plus courte que celle de la bande VHF utilisée pour les radars pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les micro-ondes sont des ondes, on peut les qualifier comme des ondes décimétriques, c'est une appellation relative à la longueur d'onde. Centimétrique, c'est la longueur d'onde, elle est de l'ordre de 1 cm. Millimétrique, c'est la longueur d'onde, elle est de l'ordre de 1 mm. Bien évidemment, il y a la relation qui relie les deux, fréquence et longueur d'onde, c'est lambda égale à c sur f. C, c'est la vitesse de la lumière, f est la fréquence. Donc, dans le spectre des ondes radio et des ondes électromagnétiques, on trouve successivement, en partant des ondes les plus longues jusqu'à les ondes les plus courtes. Donc, les ondes les plus longues, on trouve les ondes radioélectriques qui ont une longueur d'onde très très grande. Par conséquent, une certaine fréquence qui n'est pas relativement importante. Les ondes micro-ondes, ce qui nous intéresse, ils ont une longueur d'onde entre 1 mètre et 1 mm. Leur fréquence, ça varie entre 300 mégas et les 300 gigas. Les ondes infrarouges, qui ont une longueur d'onde entre 1 mm et 1 micromètre, et on peut facilement trouver les fréquences. Les ondes visibles, c'est pour les couleurs, et cette couleur, c'est 0,9, 0,5 micromètres. Les ondes ultraviolets, c'est entre 0,5 micromètres et 10 nanomètres. Les rayons X et les rayons gamma pour les fréquences supérieures à les 30 THz. Et donc ici, c'est un spectre qui résume pratiquement toutes ces bandes de fréquences. On distingue successivement dans la bande micro-ondes ce qu'on appelle les ultra hautes fréquences, c'est-à-dire les ondes, c'est de 300 mégas à 3 gigas. Et les ondes supra haute fréquences, c'est de 3 gigas à 30 gigas. Et les extra haute fréquences, c'est 30 gigas à 300 gigas. C'est-à-dire là, c'est un autre partage, c'est une autre répartition des ondes micro-ondes. Comme la bande inférieure, c'est les 300 mégas, la bande supérieure, c'est les 300 gigas. Donc, pour la partie des micro-ondes située entre 1 giga et les 100 gigas, les chercheurs, ils ont donné une autre classification en sous-bandes. Donc ici, si je prends ce tableau-là, ça résume en quelque sorte quelques bandes. Donc la bande L, c'est une bande qui est attribuée à la radio, au service de la radioastronomie, à des fins de recherche spatiale et scientifique, ainsi qu'à l'armée. Donc, on trouve également des radars de bande L. Ils sont utilisés pour établir les trajectographies et analyses. C'est également une bande qui est utilisée pour les systèmes de positionnement, par exemple le GPS pour les Américains, pour l'Européen c'est le Galileo, pour le système de positionnement russe c'est le GLONASS, et pour le Beidou chinois c'est pour le système de positionnement. Passons maintenant à la bande S. C'est une bande également utilisée dans les applications, par exemple les radars météorologiques, quelques satellites de télécommunication, les réseaux sans fil utilisant le protocole Wi-Fi et des réseaux mobiles LTE. Passons maintenant à la bande C. C'est une bande attribuée au service de radiodiffusion par satellite, ce qu'on appelle le broadcasting, particulièrement utilisée sur les ondes tropicales et faiblement sur les autres zones. Et
Pour terminer, je vais me contenter que de la zone X, ou de la bande X. C'est une plage de fréquence dite supra-haute fréquence, et elle est située aux alentours des 10 gigas, et elle est utilisée pour les télécommunications et la radio. Il est ingrat d'attribuer cette évolution ou cette révolution dans le monde des micro-ondes à des chercheurs actuels, mais plutôt à des chercheurs, on va dire, très anciens. C'est un travail collaboratif entre plusieurs chercheurs. Et là, je commence par rappeler brièvement un petit peu l'histoire des chercheurs qui ont beaucoup donné sur la transmission filaire. Et je commence par Samuel Morse. C'est un scientifique américain qui a développé pour la première fois un télégraphe électrique et un alphabet qui portent les deux son nom. Donc, à partir de, on va dire, de 1839, Monsieur Cook, donc Monsieur Cook, c'est un chercheur, je dirais, anglais, qui a quand même également contribué à la réalisation d'un premier télégraphe électrique. Et puis, Alexander Graham Bell, c'est un grand scientifique, c'est un ingénieur de formation qui est surtout connu pour son invention du téléphone. Donc, il a établi la première liaison transmanche en 1851 et la première liaison transatlantique en 1866. Donc, Faraday, ou Michael Faraday, en 1831, il a émis l'hypothèse du champ électrique et des champs magnétiques. D'accord. Donc, après la découverte du Danois Ørsted sur le calcul du champ magnétique, M. Faraday, il va essayer d'inverser l'expérience d'Ørsted en construisant deux appareils pour produire ce qu'ils appellent une rotation électromagnétique. On va dire que c'est le fondateur des phénomènes d'induction électromagnétique, qu'on les trouve partout dans plusieurs domaines d'application. Maxwell, lorsqu'on parle de Maxwell, on parle de ses équations. Donc, Maxwell, c'est le fondateur de l'électromagnétisme. Donc, il a établi un certain nombre d'équations de Maxwell dans le vide, ou bien dans un espace de caractéristiques epsilon 0 mu 0. Et grâce à ce formalisme d'équations de Maxwell, que les chercheurs ils ont par la suite abordé ce qu'on appelle la théorie de la propagation des ondes électromagnétiques, quel que soit le milieu de propagation. Et puis après, il y a le Hertz qui a mis en évidence la propagation des ondes électromagnétiques à travers son expérience, qui est connue, et ça c'était en 1887. Et en 1889, c'est l'ère de la radiocommunication avec Brownlee, qui a mis au point son cohérent permettant de recevoir les ondes électromagnétiques à travers ce récepteur de Brownlee. En 1895, Popov, c'est un russe, va inventer la première antenne pour l'observation du phénomène météorologique. Et Marconi, lorsqu'on parle de Marconi, on parle de l'inventeur de la première transmission radio qui dépasse les 2 km. Maintenant, passons à quelques applications des micro-ondes. Donc, je commence par l'application la plus connue. C'est le chauffage industriel et domestique. Bon, devant vous, vous avez un système qui est à base d'un magnétron. C'est une source de rayonnement. Le magnétron, c'est un émetteur qui émet des ondes qui sont capables de pénétrer dans les aliments qui sont ici et de les chauffer. Donc ça permet d'assurer un chauffage plus rapide et plus homogène. Et bien évidemment, la fréquence utilisée, elle est de l'ordre de 2450 mégas, ou bien 2 gigas 450. Donc ici, j'ai donné deux fours domestiques, sachant qu'on peut rencontrer également des fours industriels. Maintenant, la médecine. Donc, l'hyperthermie micro-ondes est étudiée pour le traitement des tumeurs cancéreuses. Donc, le problème étant de ne radier à une température précise que la zone occupée par la tumeur.
C'est-à-dire, c'est une manière de traiter les malades qui sont atteints des maladies du cancer. On peut carrément détruire les cellules cancéreuses à travers l'envoi des ondes, on va dire, situées dans la bande micro-ondes. Bien évidemment, inversement, si quelqu'un se trouve plongé devant une source de micro-ondes, il y a toujours le risque d'attraper des maladies de cancer. D'accord? Maintenant, passons à la radioastronomie. Bon, il faut dire que beaucoup de rayonnements sont stoppés, heureusement, grâce à l'atmosphère terrestre. Donc, d'où l'obligation d'envoyer des satellites dans l'espace pour avoir accès aux rayonnements venant des astres, notamment dans les domaines de l'ultraviolet et des rayons X. L'atmosphère est également opaque pour les rayonnements gamma et ultraviolet, et c'est d'ailleurs un bienfait pour nous, car, comme vous savez tous, ce sont des rayonnements qui sont très très dangereux. Et donc là, on représente un réseau d'antennes paraboliques qui assure, on va dire, une certaine communication avec les satellites. En électronique, les micro-ondes, ils sont très très développés en électronique. Et là, on peut réaliser des circuits et des dispositifs micro-ondes, donc qui permettent de faire de l'oscillation, l'amplification et des mélanges et multiplications de fréquences. Donc j'ai donné quelques composants. Passons maintenant aux diodes, qui sont des composants très très connus en hyperfréquence. Donc les diodes PIN, ce sont des diodes de commutation rapide utilisés pour les signaux de haute fréquence, donc, comme les circuits atténuateurs, comme commuter l'antenne tour à tour sur la partie émetteur, puis sur la partie récepteur d'un émetteur-récepteur, également dans les déphaseurs, également dans la commutation d'inductance, afin de couvrir une large gamme de fréquences sur des répéteurs multibandes. Également la diode tunnel, c'est une diode qui est également très très connue en micro-ondes. Ils offrent de grandes perspectives dans le domaine des oscillateurs UHF et SHF, par exemple dans les fours à micro-ondes. Dans les diodes GaN, la diode GaN, c'est un type de diode utilisé en électronique, supra-haute fréquence. Cette diode exploite ce qu'on appelle l'effet GaN, qui se produit dans les semi-conducteurs, en particulier le GaAs, l'arsénium du germanium, c'est-à-dire fabriquer des oscillateurs hyperfréquences petits, légers et bon marché. Et on trouve ça dans les applications radar. Arrivons maintenant au diode impact, diode à avalanche à résistance négative, aux hyperfréquences. Et également, on les trouve ça dans les applications aéronautiques ou les radars terrestres de faible puissance. Et puis, les diodes barites, qui sont des diodes présentant une résistance également négative dans une certaine gamme de fréquences et peuvent donc être utilisés comme oscillateurs. Passons maintenant à d'autres composants en électronique, comme en électronique des hautes fréquences, comme l'atténuateur. Donc l'atténuateur, c'est un quadripôle qui sert à affaiblir l'onde qui le traverse. C'est-à-dire, vous avez une onde à l'entrée. Donc l'atténuateur, qu'est-ce qu'il fait? Il l'atténue. Donc on trouve une onde identique, mais sauf qu'il est un petit peu atténué en termes d'amplitude. Donc les déphaseurs, ce sont des composants à base de circuits simples sur les lignes ou guides pour faire varier la phase d'une onde, très utilisés dans les applications radar et les applications antennes, en téléphonie mobile. L'isolateur. Donc l'isolateur, c'est un dispositif qui n'autorise la propagation de l'onde que dans un seul sens. Donc, le matériau utilisé généralement dans cet isolateur, c'est le ferrite. Également le circulateur. Donc à chaque fois que vous voulez avoir dans une transmission, dans une liaison, un émetteur et un récepteur en parallèle, vous devez ajouter un circulateur qui va faire le switch entre l'émetteur antenne, entre antenne récepteur. C'est le cas des radars monostatiques. Pour les lignes de transmission, il y a des lignes qui sont utilisées pour les télécoms terrestres, des lignes qu'on peut les utiliser pour réaliser des composants passifs et des circuits électroniques micro-ondes,
Également, on l'utilise pour faire des techniques de mesure dans les laboratoires et pour la réalisation des circuits passifs. Donc, je commence par la ligne bifilaire. Donc, la ligne bifilaire, historiquement, c'est, on va dire, le premier type de ligne qui a été utilisé pour des liaisons télégraphistes, ou bien téléphoniques et télégraphiques. Bon, vous voyez un petit peu que nous avons deux conducteurs qui sont parallèles et qui sont plongés dans l'espace. Et on va dire que la distance qui sépare les conducteurs, c'est une distance qui est constante, c'est d. Donc c'est autour de quelques 20 cm environ. Malheureusement, c'est que l'affaiblissement de ces lignes il est très faible. On ne peut pas utiliser le principe de, on va dire, le principe, c'est un principe en électronique, c'est-à-dire on ne peut pas envoyer plusieurs communications en parallèle, le multiplexage. C'est-à-dire c'est une ligne, malheureusement, on ne peut l'utiliser que pour une simple communication, une seule communication. Donc par la suite, on va dire que cette ligne elle a été remplacée par une ligne coaxiale. Donc le câble coaxial, c'est une ligne qui a été élaborée et qui est constituée principalement, on va dire, d'un conducteur central, d'un diélectrique et d'un blindage qui peut jouer le rôle de protection et on va dire, d'une substance de protection. Donc, le blindage, soit un blindage simple, soit un blindage multiple. Hein, tout dépend de l'application et tout dépend de votre on va dire, information et de votre spectre de fréquence. Donc, les lignes, on va dire, coaxiales présentent des bandes passantes importantes, ce qui permet de les utiliser pour acheminer simultanément plusieurs centaines de communications téléphoniques. C'est quelque chose qu'on ne trouvait pas dans le cas des lignes, on va dire, bifilaires. Donc, l'affaiblissement présenté par cette ligne coaxiale, il dépend de la qualité du diélectrique. Et là, j'ai dressé un tableau pour voir un petit peu le substrat, le diélectrique, et également le facteur de perte. Ce sont les pertes qui peuvent produire ces différents substrats. Les lignes à fente et à bande, ce qu'on appelle en anglais strip ou end slot line, les principaux, ce sont la microbande qui comporte un substrat. D'accord? Donc vous avez ici un plan de masse en orange sur lequel on dépose un substrat en diélectrique de permittivité epsilon R et sur ce substrat on place un autre matériau conducteur. La ligne à fente, ce qu'on appelle en slot line, c'est que on n'a pas de plan de masse ici, on a directement le substrat et sur le substrat on place deux couches de conducteurs, deux conducteurs, dont l'un va jouer le rôle de masse et l'autre va jouer le rôle de, on va dire, support de transmission. La ligne coplanaire waveguide. Donc c'est une, on va dire, ligne qui présente trois bandes métalliques. Donc vous avez ici un substrat de permittivité epsilon R et vous avez trois bandes dont les deux bandes vont jouer le rôle de masse et le centre ou le central va vraiment jouer le rôle de la vraie ligne de transmission. Donc ces lignes qui peuvent être fabriquées en mettant en œuvre la technique très précise et bon marché des circuits imprimés se prêtent particulièrement bien à la réalisation et la miniaturisation des circuits actifs micro-ondes pour leur faible puissance d'émission. Donc on trouve ces types de lignes pour les antennes imprimées. On les appelle aussi des antennes patch. Donc ce sont des antennes qui sont très très développées, très très connues, très utilisées pour plusieurs domaines d'application, que ce soit on va dire en tant qu'élément individuel, que ce soit en tant que réseau d'antennes.
également dans les mélangeurs pour mélanger les fréquences, également pour la conception des filtres, quelle que soit leur nature, et également pour la conception des adaptateurs. Maintenant, les guides d'onde métalliques et les guides d'onde diélectriques. On va commencer par les guides d'onde métalliques. Bon, un guide d'onde, c'est tout simplement un conduit métallique, qui soit rectangulaire, qui soit circulaire, et qui joue un rôle très très important pour le guidage des ondes électromagnétiques. Donc, donc l'idée de ce guide d'onde, ça vient du câble coaxial. C'est-à-dire, étant donné que le câble coaxial, il présente un certain nombre d'inconvénients en termes de diélectrique, un certain nombre d'inconvénients en termes de blindage. Et donc, l'idée, c'est concevoir un tuyau, un conduit cylindrique, soit il est plein de l'air, soit on peut trouver parfois un diélectrique, et là, il peut véhiculer, on va dire, des niveaux de puissance très très importants et à des fréquences très élevées. Donc là, je représente deux formes, deux structures, une structure rectangulaire. Et là, pour faire l'étude, on doit adopter les systèmes de coordonnées cartésiennes et les guides d'ondes cylindriques pour faire l'étude, c'est-à-dire l'étude de la propagation des ondes dans ces structures. Là, il vaut mieux adopter les coordonnées cylindriques. Donc, il y a ici quelques prototypes des guides d'ondes et bien évidemment, ils sont utilisés pour la bande de 3 Go jusqu'à 90 Go. Mais malheureusement, on ne l'utilise que pour des courtes distances. On ne peut pas les utiliser pour de très grandes distances, vu leur caractère de non-flexibilité. Donc, leurs pertes sont très faibles, d'accord? Donc, parce qu'ils utilisent de l'air généralement, ou des propriétés, ou bien des diélectriques qui ont, on va dire, de faibles valeurs d'epsilon. Et puis, on va dire que les conducteurs utilisés causent de très faibles pertes également par effet Joule. Mais leur construction elle est relativement facile et ils offrent aux ondes qu'ils transmettent un blindage total. Maintenant, passer aux guides d'ondes diélectriques qui sont la fibre optique. Donc, la fibre optique ou un guide d'onde diélectrique, il est constitué principalement par ce qu'on appelle un conduit cylindrique. On appelle ça la gaine. Il est à base d'une matière diélectrique. À l'intérieur de laquelle on va trouver un autre conduit, mais de taille différente. On l'appelle ici le cœur. Donc la fibre optique, elle est principalement constituée par on va dire deux conduits, la gaine et le cœur. La gaine et le cœur sont les deux des substrats, mais possédant des permittivités différentes, c'est-à-dire des indices de réfraction différents. Et pour la protection, on les met à l'intérieur de cette gaine qui va, lors de la pose sur la Terre, ça permet de la protéger pour des transmissions, que ce soit terrestres, pour des transmissions transatlantiques, transpacifiques, etc. Bon, les câbles utilisés en télécommunication. Donc, l'augmentation très rapide du nombre de liaisons téléphoniques a déterminé la réalisation des câbles au regroupement des centaines de lignes bifilaires appelées des paires. Donc ici, j'ai présenté un exemple d'un câble téléphonique à base de lignes bifilaires. C'est pour des câbles urbains et interurbains au nombre de 182 paires jusqu'à 1792 paires. Les câbles téléphoniques à ligne coaxiale, c'est-à-dire qu'on va trouver un câble téléphonique qui est plein par des lignes coaxiales. C'est pour transmettre les bandes de fréquence de plusieurs mégahertz élaborées par le procédé de multiplexage. Donc, 3 types de câbles de circuit à coaxion sont utilisés. J'ai pris le modèle de France. Le câble 2,6 9,5 qui comprend 4 paires coaxiales ayant chacune un conducteur intérieur de 2,6 mm et un conducteur extérieur de 9,5 mm. Pour sa bande passante maximale, elle est de 12 MHz.
Ici, je prends le deuxième câble, c'est le 1,2 4,4, qui comprend de 4 à 28 paires coaxiales et qui a une bande passante maximale de 12 MHz. Et finalement, le câble 3,7 13,5 qui comprend 4 à 10 paires coaxiales et qui a une bande passante maximale de 60 MHz. Les câbles téléphoniques à fibre optique. Les fibres optiques sont de plus en plus utilisées pour les télécommunications. Donc, parmi les diverses techniques utilisées pour l'élaboration des câbles réunissant plusieurs dizaines de fibres, nous décrirons la technique dite à jambes cylindriques rainurées. D'accord? Donc, vous avez ici un modèle des câbles multifilaires, multi-fibres optiques, qui sont utilisés pour des transmissions, que ce soit, on va dire, des transmissions terrestres, que ce soit pour des transmissions transatlantiques ou transpacifiques. Les systèmes terrestres de transmission en espace libre, comme étant des systèmes également de transmission utilisant les micro-ondes. Et je commence par, ou bien je donne juste le cas des télécommunications par faisceau hertzien. D'accord? Donc, un faisceau hertzien, ils utilisent ce qu'on appelle la propagation des ondes électromagnétiques. Ils en doivent comporter forcément, on va dire, un émetteur, un récepteur, un modulateur, un démodulateur. Donc forcément, si on veut parler d'une liaison, on va dire à base de faisceau hertzien, il faut qu'on a, que ce soit de côté de l'émission, que ce soit de côté de réception, on doit avoir ces quatre, on va dire, blocs. Émetteur, récepteur, modulateur, démodulateur. Bon, si les deux points à relier sont suffisamment rapprochés, c'est ce qu'on appelle la courbure de la Terre, négligeable, et dégagée, pour que les antennes soient en visibilité directe, la liaison peut être établie en un seul bond, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de déployer tout ça. En revanche, si la distance entre les deux points est très grande, la liaison doit être établie en plusieurs bandes en utilisant des stations relais qui amplifient les ondes reçues avant de les réémettre. Donc, dans le cas des régions montagneuses où un obstacle s'interpose entre deux stations rapprochées, il est préférable, il est possible d'utiliser un relais passif constitué par un réflecteur plan en visibilité directe de chacune des stations émergentes.